Bonjour à tous. Mes chers amis, je pars. Comme dirait Michel Sardou, je vous aime, mais je pars. Avant de partir, je tenais à vous inviter pour vous remercier toutes et tous du fond du cœur. Sans vous, rien n'aurait été possible. À mon ou à mes successeurs, je souhaite le meilleur dans la mission qui leur sera confiée, comme je souhaite le meilleur à Michel Barnier et à sa nouvelle équipe gouvernementale. Je pars avec le sentiment profond que ces 7 années ont été utiles pour la France. Cela aura été un honneur dans ma vie politique d'occuper les fonctions de ministre de l'économie et des finances pendant plus de 7 ans. Je veux donc marquer ma reconnaissance sincère, ma reconnaissance profonde au Président de la République. Monsieur le Président, en mai 2017, vous m'avez tendu la main. Année après année, vous m'avez confié un ministère aux responsabilités toujours plus larges. Je ne l'oublie pas. Merci pour votre confiance. En me nommant, vous m'aviez fixé une mission: transformer l'économie française. Alors, année après année, obstinément, laborieusement, consciencieusement, nous avons engagé cette grande transformation économique de la France. Contre la valse des impôts, nous avons fait le choix de la stabilité fiscale. Contre le déclassement des classes moyennes, nous avons revalorisé le travail. Contre les délocalisations de masse, nous avons engagé la réindustrialisation de nos territoires. Et contre le French bashing, nous avons fait de la France la nation la plus attractive en Europe. Nous avons fait le maximum. Nous avons fait le maximum. Le maximum pour que la France des entrepreneurs, des scientifiques, des ingénieurs, des ouvriers, des commerçants, des agriculteurs, des créateurs, des artisans reprennent confiance en elle. Cette grande transformation économique de la France, elle ne doit pas être une parenthèse dans la vie de notre nation. Elle doit être le socle de nos ambitions économiques nationales futures. Car cette grande transformation nous a fait réussir parmi les autres nations en Europe. Depuis 7 ans, la croissance cumulée de la France est supérieure à celle de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne. Depuis 7 ans, le chômage baisse. Des usines ouvrent, les investisseurs viennent, l'inflation est repassée sous les 2%. Depuis 7 ans, la France enregistre des résultats économiques que nous devons confirmer dans les années à venir. Pour obtenir ces résultats, le Président de la République, les premiers ministres successifs, Édouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne et Gabriel Attal, à qui je veux marquer aussi ma reconnaissance, m'ont donné ce qui est la condition nécessaire de tout succès en politique: le temps. Le temps long est une force. Le temps long est une vertu. Le temps long de la politique économique rassure les entrepreneurs qui ont besoin par-dessus tout de stabilité. Le temps long de la politique fiscale donne la visibilité nécessaire pour investir, consommer, par conséquent soutenir la croissance. Le temps long évite les embardées, les humeurs, les modes, les querelles, les polémiques, les changements de pied incessants qui sont trop souvent le lot de notre vie politique nationale. Maintenant, je vous dis ma conviction.
la France ne doit pas revenir en arrière. Elle ne doit pas revenir en arrière sur le rétablissement de ses comptes publics. Elle doit continuer de se fixer pour objectif de revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Après des crises, nous avons pris avec les parlementaires une ligne de fermeté sur les comptes publics. Cela ne nous vaut pas évidemment que des amis. Pourtant, la sagesse recommande de tenir cette ligne, de réduire la voilure des dépenses, d'en étaler certaines, d'en reporter d'autres. Toute autre décision conduirait mécaniquement le prochain gouvernement à augmenter les impôts ou à plonger la France dans des difficultés financières aiguës et immédiates. En matière de finances publiques, depuis 7 ans, nous avons connu 3 phases. Le rétablissement des comptes de 2017 à 2019, qui nous a permis de repasser sous les 3% de déficit grâce au travail efficace et déterminé que nous avons mené avec un remarquable ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Merci, cher Gérald, de ton action à mes côtés. La deuxième phase, ça a été la protection face aux crises de 2020 à 2022. Dieu sait que les crises ne nous ont pas épargnés. Ces crises ont entraîné des dépenses nouvelles, massives et nécessaires face à un effondrement de notre production économique et à la flambée des prix. Enfin, la troisième phase, c'est le retour à la normale depuis 2023. Croyez-moi, dans notre histoire financière, le virage du retour à la normale est toujours le plus difficile à négocier. Tout le monde réclame de l'ordre dans les comptes, mais personne ne propose des économies. Tout le monde veut le désendettement, mais personne ne soutient les réductions de dépenses. C'est l'hypocrisie française. On veut de la dette en moins et des dépenses en plus. Forcément, ça ne marche pas. Pourtant, ce sont des somnambules, ceux qui proposent de dépenser toujours plus d'argent public. Ce sont des somnambules, ceux qui promettent de revenir sur la réforme des retraites sans toucher à la feuille de paye ni aux pensions et en promettant plus de pouvoir d'achat. Ce sont des somnambules, ceux qui dénoncent l'austérité dans une France qui redistribue sa richesse plus largement que n'importe quelle autre nation au monde. Le réveil sera douloureux, pas pour les somnambules, mais pour la France et pour les Français, car le sommeil conduit toujours à la servitude. La France ne doit pas revenir en arrière non plus sur les impôts. Malgré nos 55 milliards d'euros de baisse d'impôts depuis 2017 sur les ménages comme sur les entreprises, la France garde un niveau de pression fiscale parmi les plus élevés de tous les pays développés. Pourtant, à écouter les commentaires, les spécialistes, les recommandations, les avis des conseilleurs qui, évidemment, ne sont jamais les payeurs, la plus grande pente reste toujours à relever encore les impôts. Ne cédons pas à cette facilité. Si nous voulons livrer un combat fiscal, livrons-le au niveau international. Taxons à un juste niveau les plus grandes fortunes de la planète. Nous avons mené avec succès 2 combats majeurs sur la fiscalité internationale, la taxation des géants du numérique et la taxation minimale des multinationales. Battons-nous pour gagner ce 3e combat sur la taxation des plus riches. Voilà un combat à la hauteur de la France. La France ne doit pas revenir en arrière sur le travail. Pour la première fois depuis un demi-siècle, le plein emploi est à portée de main en France. Il est une condition de notre sérénité collective, de notre liberté de destin. Continuons par conséquent de nous fixer comme objectif le plein emploi dès 2027. Enfin, la France ne doit pas revenir en arrière sur la réindustrialisation. Nous avons inversé une tendance lourde de 40 années de délocalisation industrielle. Peu à peu, la France renoue avec sa vocation de grande puissance manufacturière, innovante, audacieuse, une grande nation de production. Nous devons faire passer de 10 à 15% la part de l'industrie manufacturière dans notre richesse nationale. Nous devons garder un cadre fiscal attractif pour les entreprises et en particulier pour l'industrie.
Continuons de valoriser, de promouvoir l'énergie nucléaire, que nous avons replacée au cœur de notre stratégie énergétique nationale et européenne. Accélérons la construction des 6 nouveaux EPR, développons les renouvelables. Ce sont les conditions pour préserver notre atout numéro 1 de compétitivité, un prix bas pour une énergie décarbonée et sûre. Plutôt que de défaire, par conséquent, regardons plutôt ce que nous pouvons faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et après 7 ans, je peux vous dire que même si ici, nous avons toutes et tous donné le maximum, certainement que nous aurions pu faire mieux en de nombreuses occasions. On peut, on doit faire mieux pour les Français dans au moins 3 domaines. Le premier, ce sont les salaires. La question des salaires sera la grande question sociale des 25 prochaines années. Redonner un espoir salarial à toutes celles et à tous ceux qui travaillent, voilà le défi français. Et cet espoir salarial, il doit se construire dans la réduction la plus rapide possible des écarts entre le salaire brut et le salaire net, dans la refonte en profondeur de nos allègements de charges, dans la remise à plat de notre modèle social, car notre modèle social ne peut plus être financé à titre principal par les contributions sur le travail. Sans quoi, le travail ne sera plus une liberté, mais une contrainte, plus la clé des rêves, mais une source de découragement pour nos compatriotes. Sur le long terme, cet espoir salarial, il dépendra aussi de notre capacité à élever le niveau de formation globale, à donner de nouvelles qualifications, à accélérer la réindustrialisation de la France, parce qu'il n'y a pas de miracle. Pour augmenter durablement les salaires, il faut augmenter rapidement la productivité du travail. Le deuxième domaine d'amélioration, c'est le climat. Nous avons fait beaucoup pour le climat. Et les reproches qui sont faits au gouvernement et au président de la République sont infondés et injustes. Nos émissions baissent, notre croissance se maintient, preuve que climat et croissance sont compatibles. Mais beaucoup pour le climat, cela ne suffit pas. Il faut toujours plus, il faut toujours mieux. Tout notre outil de production, toute notre innovation, notre recherche, nos grands acteurs bancaires, nos grands acteurs assurantiels, nos champions du bâtiment, de la construction, du transport, du traitement des eaux, de l'énergie, doivent se mettre au service de cette immense révolution de la transition énergétique que nous avons engagée et que nous pouvons et devons gagner. Ils le font déjà, mais nous devons les accompagner pour faire davantage encore. Avec un objectif stratégique, être la première grande économie zéro carbone en 2040. Objectif ambitieux, mais les grandes ambitions n'ont jamais fait peur à la France. Au contraire, nous sommes un peuple pionnier. Nous aimons l'aventure et nous aimons la grandeur. Troisième domaine d'amélioration, le financement de notre économie. Nous manquons de financement privé en Europe pour faire face à la double révolution technologique et climatique. Si nous voulons que le continent européen joue dans la même cour que les États-Unis et la Chine au XXIe siècle, nous devons améliorer le financement de notre économie et nous devons le diversifier. Nous devons alléger les contraintes réglementaires qui pèsent inutilement sur les banques et sur les assurances. Nous devons sans délai mettre en place l'union des marchés de capitaux, trouver les financements nécessaires pour nos pépites technologiques, améliorer notre productivité. Notre productivité européenne, elle chute depuis 20 ans, quand la productivité américaine flambe. Plus d'innovation, plus de formation, un meilleur niveau éducatif, ce sont les conditions du rétablissement de notre prospérité collective. Nous ne pouvons pas lambiner quand les autres puissances galopent. Et je partage à 100% de ce point de vue les inquiétudes de Mario Draghi sur la lenteur européenne et sur le risque de décrochage de notre continent. Il est temps de réagir vite et de réagir fort. Ma reconnaissance va aussi ce matin aux ministres qui se sont succédés à mes côtés depuis 7 ans. Je vois Delphine Gény-Stéphan, je vois Benjamin Griveaux, je salue Marianne Schiappa, avec qui nous nous sommes battus pour l'égalité femmes-hommes. Je veux dire un merci particulier à
Olivia Grégoire, qui m'accompagne depuis 4 ans. Où est-elle, Olivia? Je veux dire un merci particulier à Roland Lescure, qui s'est battu avec succès pour la réindustrialisation. Je veux dire un merci particulier à Thomas Cazenave, qui a livré les combats difficiles à mes côtés. Je veux saluer Marina Ferrari, qui est en déplacement aujourd'hui avec le nouveau Premier ministre, mais qui s'est totalement engagée pour les nouvelles technologies. Je veux vous remercier pour votre bonne humeur, pour votre engagement sans faille à mes côtés. Je veux saluer aussi Sabrina Agresti-Roubache, que j'ai vue tout à l'heure. Toutes et tous, d'ailleurs, je le note, vous avez été réélus aux dernières élections législatives. Toutes et tous, vous avez donc devant vous de magnifiques parcours politiques. Et quand je vois les trajectoires fulgurantes de Gérald Darmanin et de Gabriel Attal, cela montre combien cette maison valorise les talents, et vous n'en manquez pas. Ma reconnaissance va aux membres de mes cabinets successifs qui se sont sacrifiés, qui se sont épuisés à la tâche, avec un sens de l'engagement pour le service de l'État exceptionnel. Je veux les remercier pour cette grande et belle aventure politique qui vous doit tant. Ma reconnaissance va en particulier à mes 3 directeurs de cabinet, Emmanuel Moulin, Bertrand Dumont, qui est en déplacement mais qui dirige brillamment le Trésor, et Jérôme Fournel, à qui je souhaite évidemment le meilleur à Matignon, aux côtés de Michel Barnier. Ma reconnaissance va aux élus locaux, aux députés, aux sénateurs de la majorité, dont le soutien sans faille nous a permis de faire adopter sans difficulté majeure des textes aussi importants que la loi Pacte, la loi influenceur ou la loi industrie verte. Je veux saluer les députés que je vois, je vais forcément en oublier, mais j'ai vu le président Sylvain Maillard, j'ai vu le rapporteur général du budget Jean-René Cazeneuve qui a livré des combats si difficiles à mes côtés. Je vois Charles Zitzenstuhl qui représente l'Alsace, Prisca Thévenot, j'ai vu David Amiel, Maude Bréjon, Marie Lebec, Jean-René Cazeneuve, je l'ai cité, Moerani Frébeau, Astrid Panossian que j'ai vue tout à l'heure, elle est juste là, Éléonore Carrois que j'ai aperçue également, Xavier Roseren, Sébastien Huyghe qui retrouve les bancs de l'Assemblée nationale. Pardon pour tous ceux que j'oublie, mais merci de votre présence un jeudi, jour de circonscription. Les 3 mandats de parlementaire que j'ai exercés, je sais que le jeudi, normalement, on n'est pas à Paris, vous y êtes. Merci de votre présence. Je voudrais adresser une pensée toute particulière à un ami proche, le président François Patriat, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Je veux lui dire que je pense très fort à lui. À lui me lie le goût de la Bourgogne, le goût du vin, le goût des climats et surtout le goût de la générosité humaine. Merci, cher François, de ton accompagnement. Ma reconnaissance va au président, aux rapporteurs généraux des 2 commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons longuement débattu dans ces commissions des finances, parfois vivement. Je me rappelle de notre audition de lundi, mais toujours dans le respect mutuel, à quelques écarts près. Elle va aux syndicats de salariés, aux organisations patronales. Je veux leur dire toute l'importance que j'attache à ces organisations et à ces syndicats. Et je veux les remercier pour la manière constructive et intelligente dont nous avons travaillé ensemble. Ma reconnaissance va aux journalistes. Je sais qu'ils sont nombreux ce matin. Votre mission a toujours été importante pour la démocratie. Elle est devenue vitale, à un moment où la frontière entre la vérité et le mensonge s'efface et parfois même
disparaît. Enfin et surtout, ma reconnaissance va à vous, à chacun de vous, les 130 000 agents du ministère, techniciens, contrôleurs, douaniers, statisticiens, juristes, informaticiens, économistes, qui font la force et l'âme de cette grande maison. Vous traitez de tout, partout, tout le temps. Vous êtes exigeants, vous êtes rigoureux. Vous touchez de la terre au ciel, du prix des denrées alimentaires à la réalisation des champs éoliens offshore, de la date des soldes au lancement d'Ariane 6, de la traque des trafiquants de drogue à la protection du consommateur, du sauvetage d'une PME en détresse à la construction d'un laboratoire de calcul quantique, de la feuille d'impôt d'une retraitée en difficulté à l'augmentation de la quote-part de la France au FMI. Votre honneur est là. Servir la France avec le même engagement à la direction départementale des finances publiques de Vesoul comme au bureau du FMI à Washington. Servir. Servir. Voilà le plus beau mot de la politique. Servir la France et les Français. Cela a été ma fierté. Chaque heure, de chaque jour, de chaque année depuis 7 ans. Servir la France et les Français. Cela a été, est et restera, je le sais, votre marque de fabrique. Nous nous sommes trouvés dans ce sens du service. Je vous quitte avec un serment au cœur. Vous avez été le sel de ma vie professionnelle. Merci. Alors quand on part, on vous pose beaucoup de questions. On vous demande ce que vous regrettez, ce que vous allez faire, ce que vous auriez fait différemment, ce que vous n'auriez pas fait, votre plus grande erreur, votre plus grande réussite. Je ne suis pas un homme de regret, je regarde devant moi. Et parmi toutes ces questions, il y en a une qui revient très souvent. Quel a été votre moment le plus intense à Bercy? Alors je pourrais répondre, le jour où le Premier ministre israélien s'est retrouvé coincé dans un des ascenseurs de Bercy, le jour où le chat Olive est mort, le jour où Ascoval a été définitivement sauvé, le jour où nous avons remplacé le gravier de cette cour par les arbres que vous voyez derrière moi, long combat, dont je remercie la secrétaire générale, le jour où Olaf Scholz, après une nuit de négociations sur la dette en commun, a lâché en anglais « deal », le jour où nous avons vu Notre-Dame flamber, le jour où Vincent Lindon a tourné au PMF, le jour où les prix du gaz et de l'électricité ont explosé. Mais je répondrai spontanément, naturellement, le Covid. Le Covid a été la crise économique la plus grave que le monde ait eu à connaître depuis 1929. Et nous avons eu tous ici collectivement à la gérer. Le Covid aurait pu conduire au pire, récession, crise sociale, désordre politique. Il a au contraire montré le meilleur de notre société, l'héroïsme sans faille des soignants, du monde hospitalier, la présence à leur poste des salariés dans les commerces essentiels, dans le nettoyage, dans la grande distribution, dans les exploitations agricoles, la mobilisation permanente de tous les agents du ministère pour élaborer les aides d'urgence sous l'autorité de l'excellent Emmanuel Moulin. Le Fonds de solidarité pour les TPE et les PME, la distribution du PGE, le versement du chômage partiel qui vous a toutes et tous mobilisés partout en France
dans tous les services déconcentrés du ministère. Partout, une vraie et profonde générosité de cœur. Vous pouvez être fiers de vous. À nouveau, je vous dis merci. Nous avons dépensé beaucoup, oui, mais pour le bien de tous. Qui oserait dire sincèrement que ces dépenses de protection, dont certains nous font le reproche maintenant, après nous avoir supplié de dépenser plus hier, ne répondaient pas à un cas économique de force majeure? Qui ne voit pas que ces dépenses nous ont permis de sauver nos entreprises, nos commerces, nos emplois, nos compétences? Il est trop facile de réécrire l'histoire. Nous n'avons pas dilapidé l'argent public, nous avons protégé les Français et nous devons en être fiers ensemble. La France, je l'ai appris à ce moment, est grande quand elle se rassemble. Elle est puissante quand elle agit de concert et elle est invincible quand elle sert une cause qui la dépasse. Protéger nos salariés, nos entreprises pendant la crise du Covid a été servir une cause qui nous a dépassés et je vous en suis reconnaissant. Alors demain pour moi sera différent. Je ne reprendrai pas le chemin de la fonction publique puisque j'en ai démissionné. Je n'ai donc pas le choix. D'ailleurs, au passage, cela devrait être la règle pour tous. On entre en politique, on sort de la haute fonction publique. Pas de monarchie technocratique, ni en France, ni en Europe. Nous devons au contraire bâtir une République qui gagne en écoute, en simplicité, en efficacité pour tous et en considération de chacun. Dans la bonne République, disait Montesquieu, on dit « nous ». Dans la bonne monarchie, on dit « moi ». Alors apprenons à dire « nous ». Nous le peuple, nous la France, cette grande nation qui a autant besoin d'autorité que d'amour. L'autorité et l'amour sont les deux valeurs qui nous permettront de desserrer la pression des extrêmes qui sont en train de prendre en étau notre nation. La radicalisation politique de plus en plus forte est devenue la règle dans les grandes démocraties. La France doit rester une exception. L'exception politique française, ce sont la mesure et la raison. Demain, je retournerai donc à ma première vocation, l'enseignement. Mon premier poste a été à l'université de Lyon 2, comme professeur de lettres il y a 30 ans, cela ne nous rajeunit pas. Je suis donc heureux de reprendre le chemin des cours, cette fois sur les sujets économiques et géopolitiques, car je ne connais rien de plus beau que de transmettre, de dialoguer et de se réinventer au contact des nouvelles générations. Je continuerai naturellement, je le précise, à habiter en France, qui est ma patrie, ma vie, ma passion. Mais cela fait 22 ans que je suis engagé dans la vie publique, comme conseiller de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin pendant la crise en Irak, comme député, conseiller régional, ministre des Affaires européennes, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie et des Finances. Il est temps pour moi de respirer un air différent de la politique. Le monde est vaste, la France est immense. Ne vivons pas dans un étui. Et après, qui vivra, verra. J'ai commencé par Michel Sardou, je vous aime, mais je pars. Je finirai par Aristote. Dans toute action, le bien, c'est la fin, car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit tout le reste. Alors peut-être que c'est en vue de cette fin si chaleureuse, dans cette cour, avec vous, que nous avons accompli ensemble tout ce qui a été accompli depuis 7 ans. Merci. Merci à tous.
bientôt. Très vite, Bruno Le Maire a parlé d'autorité et d'amour, mais il s'avère qu'il y a aussi de l'amitié en politique. Pour tout le chemin parcouru et surtout pour tout le chemin à parcourir, petit cadeau des derniers ministres, Marina Ferrari, Roland Lescure, Thomas Cazenave et moi-même, une entreprise que nous connaissons bien. Oui, je précise que c'est fabriqué en France, en Ardèche. Et donc, pour les chemins passés, mais surtout les chemins à venir, voilà. C'est une série limitée, hein. Numérotée, monsieur le maire, numérotée. C'est devenu un marcheur. Pour un marcheur, ouais. Fabriqué par l'excellente entreprise Chamatex, en Ardèche. En Ardèche, voilà, bravo, vive l'Ardèche. Merci Olivia. Allez. Ne pas mes chaussures.